Bonjour Madame Chetaille. Bonjour. Alors, nous allons vous interviewer, comme c'était convenu. Euh, je vais vous poser quelques questions, vous y répondrez, enfin le but de l'interview. Non, je refuse de répondre à vos questions. Alors, comment êtes-vous rentré dans le doublage? J'ai commencé étant enfant, à l'âge de 7 ans, un petit peu par hasard. En fait, mon père faisait du théâtre, pas en tant que comédien, en tant que conteur. En fait. Donc il créait des spectacles de contes et un jour il a voulu faire un spectacle avec la comédie musicale, des tours de magie, etc. Il m'a proposé de le faire avec lui parce que depuis que je suis née, je suis une pipelette et j'aime bien faire des spectacles, jouer des rôles. Donc mes parents ont décelé ça chez moi et m'ont proposé de faire cette expérience qui m'a beaucoup plu. Donc quand son spectacle s'est arrêté, lui il est parti sur d'autres projets et moi je lui ai demandé de continuer à jouer la comédie. Donc il m'a inscrite dans une agence d'enfants du spectacle. J'ai tourné quelques films, j'ai fait aussi de l'animation pour la télévision et notamment donc, j'ai commencé le doublage qui est devenu petit à petit une passion pour moi. Voilà, donc depuis toute jeune. D'accord. Mais du coup, vous êtes rentré dans le doublage par le biais de votre père, si j'ai bien compris. Sinon, en règle générale, comment on rentre dans ce milieu? Alors c'est un milieu qui est en fait une branche artistique du métier de comédien. Donc la base c'est du coup d'être comédien, en tout cas d'avoir appris à jouer la comédie. C'est quelque chose qu'on apprend au conservatoire, en cours de théâtre, des choses comme ça. Et en ayant déjà une expérience de professionnel en tant que comédien, on peut accéder au doublage. Alors souvent parce qu'on connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui nous dit tiens je t'ai vu dans telle pièce, tu serais peut-être bien pour essayer le doublage, ou complètement par hasard. En tout cas il faut venir assister aux séances d'enregistrement et c'est comme ça qu'on se forme. Il y a aussi des formations et des cours, des écoles, entre guillemets, mais qui pour l'instant ne sont pas, en tout cas, totalement crédibilisées dans le milieu. Donc ce qui reste toujours comme base pour l'apprentissage, c'est de venir sur les plateaux, demander l'autorisation de regarder une séance, de regarder comment ça se passe, et de se former comme ça. Et petit à petit, en fait, on prend contact avec les directeurs artistiques qui vont nous confier de tout petits rôles pour commencer et puis peut-être de plus en plus de rôles un peu plus importants. D'accord. Après, comme je vous en avais déjà parlé, je suis très passionné par le doublage. J'ai envie que ça devienne mon métier. Est-ce qu'une personne comme moi qui aurait juste fait quelques petits tests comme ça sur Internet avec des amis peut avoir sa chance de cette manière ou il est obligé quand même de rentrer vraiment dedans à 100% pour qu'on puisse le voir en fait? Alors peut-être que tu peux avoir beaucoup de chance et démarrer tout de suite euh, en je sais pas comment, mais dans tous les cas ce serait mettre toutes les chances de ton côté d'avoir une formation de comédien. C'est très important parce que ça donne de la crédibilité. Je reparle de crédibilité, mais c'est à bon escient parce que c'est quelque chose d'important. On ne peut pas arriver en tant que touriste en disant bah moi je suis passionné de dessin animé ou autre chose et dire je voudrais faire un rôle dans tel truc. Ça se passe pas vraiment comme ça. Donc c'est vrai que on peut avoir un coup de chance, on peut nouer un très bon contact ou avoir quelqu'un qui nous introduit dans le milieu, mais jouer la comédie c'est pas quelque chose qui s'improvise totalement. Donc c'est vrai que c'est quand même voilà, mettre des chances de son côté d'apprendre en tout cas à jouer la comédie via des cours de théâtre. Ça peut être en amateur, hein, c'est pas un souci. Et puis quand on est jeune, ça peut être aussi un atout pour un manque d'expérience entre guillemets. D'accord. Dans le milieu du doublage, qu'est-ce qui serait pour le coup le plus compliqué en fait au niveau de la voix éventuellement ou enfin qu'est-ce qui est le plus compliqué dans le doublage en général? Alors, ce qui est le plus compliqué, je sais pas parce que c'est peut-être propre à chacun. Moi, je vais peut-être te dire plutôt ce qui est, vous dire, excusez-moi, ce qui est essentiel. Alors, il faut avoir une bonne diction. Mhm. Il faut avoir une rapidité de lecture
qui est assez importante parce que les bandes rythmo défilent très vite. Alors, je ne sais pas si vous avez vu comment ça se passe, le doublage. On est devant un écran, il y a une bande rythmo qui défile en dessous avec un repère qui est une barre rythmo. C'est un peu un système de karaoké en fait. Donc on a le texte avec le nom de notre personnage qui apparaît et le but du jeu c'est de pouvoir lire ce texte au moment où il va toucher cette bande rythmo, cette barre rythmo. Donc ça peut aller très vite. Et donc il faut avoir une capacité de compréhension, d'interprétation très rapide, c'est-à-dire qu'on va regarder la scène une première fois, on la regarde en original et on voit le texte qui défile en même temps en français. Donc il faut pouvoir et regarder l'image et regarder le texte et comprendre ce qui se passe dans la scène, comprendre les différentes émotions des personnages, leur rythme de parole et en même temps tout analyser très très rapidement puisque on lit généralement la scène une fois, 2 fois si c'est permis, en tout cas pour ce qui est des produits comme le dessin animé, la série télévisée, etc. En film cinéma, on a un petit peu plus de temps, mais c'est très rapide. Donc il faut vraiment être efficace très rapidement. Et encore une fois, je pense que ce qui est plus compliqué, en tout cas ce qui est essentiel, c'est de pouvoir jouer la comédie d'une manière très naturelle et interpréter notre personnage, donc se mettre dans la peau du personnage très rapidement. Donc ça, pour moi, c'est la difficulté majeure parce que la technique, on peut l'acquérir sans problème. D'accord. Après, j'ai regardé de mon côté, vous avez fait du doublage pour des films, des séries et du jeu vidéo. Du coup, quelle est la différence entre chaque enfin, entre chaque média? Est-ce qu'il y a vraiment une différence d'enregistrement ou ça se passe de la même manière? Alors, il y a vraiment une différence, notamment entre ce qui est doublage et jeu vidéo. En doublage, comme j'expliquais précédemment, il y a surtout une différence de rapidité d'exécution. Par exemple, c'est une question de budget tout simplement, puisqu'il faut louer un studio, il faut payer un directeur artistique, un ingénieur du son, tout ça coûte de l'argent, rentre dans une enveloppe, et sur certains produits, comme par exemple le manga, on va devoir aller très rapidement parce qu'on n'aura pas beaucoup de temps. Donc ça c'est la différence majeure, mais dans tous les cas on aura, comme je l'expliquais, cet écran avec la bande rythmo, avec le texte qui défile, etc. En méthode de jeu vidéo, en fait on travaille d'une manière complètement différente. Alors il peut y avoir des bandes rythmo pour ce qui est cinématique, mais c'est assez rare. On travaille avec 2 écrans, il y a un écran sur lequel apparaît notre texte sous forme de fichier Excel tout simplement. Et puis il y a un écran où on voit les formes d'ondes. Je ne sais pas si vous avez vu, quand vous enregistrez un fichier audio, vous avez une forme d'onde qui s'inscrit et on se repère à ça. Donc chaque fichier représente à peu près une phrase parce que tout simplement la différence c'est qu'au lieu d'implémenter juste une bande son avec une image comme sur un film ou un téléfilm ou tout autre média, là chaque fichier est implémenté séparément dans le jeu vidéo par rapport à ce que le joueur va être en train de faire. J'ai d'ailleurs un assistant. Donc on va être obligé d'enregistrer chaque fichier séparément puisqu'il va être déclenché en fonction de l'action du joueur. Et ce fichier, nous avons une référence audio originale avec une forme d'onde originale. Et le but du jeu, ça va être de reproduire cette forme d'onde avec les mots français. Donc ça peut être parfois assez compliqué comme méthode de travail, sachant qu'on enregistre parfois des fichiers qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Donc on va passer d'une émotion on va dire de pleurs à tout à coup une action, genre attention derrière toi, oh mais je t'avais dit que tu pouvais pas faire ça. Et donc on va continuer comme ça sans forcément savoir avoir des informations de où est-ce qu'on est, à qui on répond. Voilà, toutes les informations de contexte ne sont parfois pas données, donc c'est assez complexe, mais moi je trouve ça très intéressant puisque c'est déstabilisant et donc forcément challengeant. Euh,
En général, quand vous allez poser votre voix sur un personnage, j'imagine que le producteur du média, enfin du film, du jeu, etc., va avoir du coup des droits sur votre voix. Mhm. Est-ce que vous aussi vous avez les mêmes droits ou vous en avez plus, moins ou pas du tout? Enfin, c'est-à-dire, est-ce que vous avez le droit d'utiliser votre voix et de la diffuser comme vous voulez en fonction du texte, enfin, même si c'est le même texte ou pas du tout? C'est eux qui ont le droit sur le texte et votre voix du coup pour cette phrase. Alors, c'est une question un peu complexe. Ouais, Nous allons entrer j'ai pas su l'expliquer. dans les formes juridiques. En fait, moi, quand je travaille, j'ai un contrat qui a certaines clauses, et je peux avoir des clauses de confidentialité, par exemple, qui m'interdisent de parler du projet ou de parler du personnage. Notamment en jeu vidéo, j'ai beaucoup de clauses de confidentialité. Généralement, ces clauses de confidentialité sont levées au moment de la sortie du jeu, mais parfois elles restent. Donc tout dépend du contrat que je vais signer. Par rapport aux droits en eux-mêmes, c'est pareil. Moi, je suis intermittente du spectacle et mon métier est régi par une convention qui est la convention des artistes-interprètes. Et cette convention donc comprend certaines clauses de cédage. Je ne sais pas, non, ça n'existe pas le cédage. Enfin, je cède mes droits. Voilà, je cède mes droits. Donc, c'est-à-dire que quand je vais enregistrer on va dire un film, les phrases que je vais dire peuvent être utilisées pendant un certain laps de temps. Donc je les cède mes droits pour 10, 15, 20, 30 ans, 50 ans parfois. Et c'est des choses qui sont calculées très précisément. Moi, je comprends pas forcément tout ce qui est là-dedans. Et ensuite, alors, si j'ai envie de faire une bande démo, par exemple, et de récupérer des extraits, effectivement, il s'agit de ma propriété intellectuelle, mais je partage ces droits avec mes employeurs. Donc, je crois que je suis censée demander une autorisation, vu que j'ai cédé mes droits. D'accord. Du coup, on va toujours parler du côté tout ce qui est administratif. Au niveau de la rémunération, ça doit changer. Je parle pas de chiffres, je parle vraiment de la rémunération en général. Elle change en fonction du studio, du personnage, la complexité ou autre, ou pas du tout? Alors encore une fois, c'est une convention collective qui est appliquée. Alors il y a plusieurs stades, enfin, il y a plusieurs strates, on va dire, de, de paiement. J'ai un salaire minimum. Ensuite, si je fais plus de temps de phrases, en fait, c'est calculé à la ligne. Donc une ligne équivaut à peu près à une phrase. Et plus je parle, plus je suis payée. Ce qui est bien pour une pipelette. Mais ce qui va changer, c'est par rapport au support, en fait, et pas par rapport au type de rôle. Je peux effectivement avoir la prétention de demander ce qu'on appelle un gré à gré, c'est-à-dire dire bon bah ma voix elle est connue, vous avez besoin de moi pour doubler tel personnage, je demande un cachet global. Mais j'ai jamais fait ça et je ne me risquerai pas à le faire parce qu'on peut aussi me dire ah bah non, au revoir. Mais sinon, alors je vais être payée différemment selon l'endroit où va être diffusé le produit que je vais enregistrer. Si c'est sur internet, ce sera payé moins cher. Si c'est à la télévision, ce sera payé plus cher. Si c'est au cinéma, ce sera payé encore plus cher. Voilà, mais vous pouvez vous renseigner sur cette convention collective. Elle est disponible sur internet et vous aurez tous les tarifs appliqués pour les différents produits qu'on peut enregistrer. D'accord. Du coup, vous faites du doublage pour plusieurs médias. Il vous arrive, du coup, je suppose, d'enchevêtrer plusieurs doublages à la fois. Du coup, au niveau de l'organisation, de l'emploi du temps, si vous vous arrangez entre les différents studios et tout pour pouvoir essayer de vous caler comme il faut, ou alors c'est plutôt on va vous aiguiller sur tel créneau, ou c'est vraiment vous-même personnellement vous dites bon allez je vais le prendre. C'est pas. Je gère mon emploi du temps. Donc, comment dire, la définition d'être intermittent du spectacle, c'est qu'on n'est pas employé d'une manière fixe, on n'est pas salarié. Moi, je travaille par exemple pour environ 15 employeurs dans l'année. Ces employeurs, alors c'est pas le studio directement qui m'emploie, c'est un directeur artistique
qui va penser à moi pour tel projet ou me proposer à son client, qui est directement une chaîne, par exemple, parlons d'une série télévisée, par exemple. Donc ce qui va se passer, c'est que la série télévisée a été achetée par TF1, M6 ou Netflix, et eux, ils vont mandater en fait une société de doublage pour doubler leurs produits. Cette société de doublage va elle-même mandater un directeur artistique et lui demander de préparer un casting. Donc soit ce directeur artistique lui pioche dans son répertoire ou regarde sur internet en fonction des personnes qui apparaissent dans le produit. Par exemple, il se trouve que telle actrice a déjà été doublée par Adeline Chotaille et il va se dire ah bah tiens oui effectivement Adeline Chotaille, j'ai envie de travailler avec elle, ou je vais la proposer sur ce personnage. Selon les directives qui ont été données par la chaîne, il va devoir soumettre ce casting ou pas, ou faire comme il veut. Ensuite, lui, il va appeler, c'est lui ou elle, hein, je dis lui, mais ça peut être elle aussi, il va appeler les comédiens, leur demander leur disponibilité. Donc, exemple, oui, allô Adeline, j'ai envie de travailler avec toi sur telle série, j'ai un personnage pour toi, est-ce que tu es disponible le 12, le 13 ou le 14 ? Et moi, je vais regarder mon agenda, je vais dire, bah effectivement, j'ai du temps tel jour, le 13, parce que je n'ai pas été employée ailleurs, ou bah, je suis désolée, pour l'instant, je peux pas te dire parce que j'ai des options de travail. Et donc, je vais devoir gérer mon emploi du temps comme ça, sachant que si je suis déjà employée et que je trouve pas qu'on n'arrive pas à s'arranger, je vais devoir refuser ce travail. Voilà. D'accord. Donc, pour un casting, comment ça se passe? C'est plutôt les gens qui viennent vous voir ou éventuellement des fois il y a une demande qui est faite et vous... Non, pas du tout. C'est vraiment quelqu'un qui... Ça n'existe pas. En fait, il n'y a pas de casting ouvert. Je crois que c'est arrivé très rarement parce qu'il y a eu une opération qui a voulu être faite, par exemple, pour doubler le prochain Disney. Ça, j'en ai entendu parler. C'est hyper rare. En fait, encore une fois, c'est parce que vous avez déjà travaillé avec le directeur artistique que lui va se rappeler de vous, va peut-être penser à vous pour un film, ou alors directement parce que vous avez déjà doublé un comédien et que vous êtes, entre guillemets, imposé pour doubler ce comédien. Et il va y avoir pas nécessairement à chaque fois un essai qui est proposé. Donc on n'utilise pas le terme de casting en fait, on utilise le terme d'essai. Et généralement, oui, c'est un directeur artistique qui vous connaît déjà. Donc c'est vrai que c'est un peu restreint. On ne peut absolument pas arriver comme ça dans le métier et dire ah bah tiens, moi je vais passer des essais pour le premier rôle, tout simplement parce que déjà on n'aura pas l'expérience suffisante pour faire ces rôles-là. Il faut environ, on va dire 2 ans pour commencer à faire des rôles importants. Et pendant ces 2 ans, on a tissé des liens, rencontré des directeurs artistiques, on s'est fait connaître un petit peu dans le milieu, on a commencé à enregistrer des choses, le directeur artistique s'est dit ah tiens, j'aime bien sa voix, j'aime bien comment il interprète son personnage, donc il va penser à vous pour vous proposer sur des essais. Peut-être. Voilà. D'accord. Pour le dessin animé, je suppose que parfois, vous devez faire des voix différentes en fonction du personnage. C'est compliqué à mettre en place ou ça va, vous arrivez assez bien à gérer le coup? Parce que, je prends un exemple complètement au hasard. Prenons l'exemple de Philippe Pétieux qui nous fait Homer Simpson et juste à côté Otto dans le bus. C'est deux voix complètement différentes. Est-ce que ça vous arrive parfois de partir dans des extrêmes comme ça ou c'est léger Alors oui, ça peut arriver, donc notamment pour tout ce qui est dessin animé, puisqu'on peut faire des voix un peu bizarres, alors que quand c'est en réel, on va pas faire des voix bizarres parce que ça va être bizarre justement. Ça m'arrive, moi je fais notamment beaucoup de voix d'enfants.
Donc je peux faire par exemple, dans une scène où il y a une classe et une maîtresse, je peux faire la maîtresse et je peux faire un enfant aussi. Des voix de petites filles ou de petits garçons, plus rarement pour les petits garçons. Je peux aussi faire la grand-mère qui va passer, voilà. Je peux faire une voix un peu comme ça, un peu une grosse voix, et puis tout d'un coup une toute petite voix comme ça. Donc j'ai pas de difficulté. Après, c'est pas quelque chose que je vais proposer. On va me le proposer. On va me dire, attends, est-ce que tu peux faire tel personnage qui est en train de passer dans le fond, en plus de ton personnage principal. Donc voilà, tout va dépendre du personnage en lui-même, de la tête qu'il va avoir et de la voix qu'il a déjà en original. Et moi, mon métier, c'est tout simplement d'essayer de faire la même chose. Donc je vais pas proposer forcément une création d'une voix particulière. Je vais quelque part me cantonner à refaire ce que j'entends. D'accord, mais du coup c'est pratique parce que vous avez plus de phrases, donc plus d'argent. Non. Exactement. Eh bien écoutez, merci pour cette interview. Ça m'a De fait rien. plaisir de vous interviewer. Moi aussi, ça m'a fait plaisir d'être interviewée. Un petit mot pour la fin peut-être? Il faut toujours croire en ses rêves. Eh bien écoutez, c'est noté.